Salut à toi entrepreneur immobilier, j'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet bouillant puisqu'on va parler du Haut Conseil de stabilité financière de Bercy qui a annoncé des super nouvelles mesures concernant l'obtention des crédits bancaires. Avant toute chose, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Kevin Marie, Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram surtout. J'insiste sur le côté Instagram. Et donc ma chaîne YouTube, Kevin Marie, le club des investisseurs. N'hésitez pas d'ailleurs, petite cloche, petit pouce bleu pour me soutenir. Et vous verrez, plus vous me soutiendrez, plus je vous donnerai du contenu exclusif. Et vous vous rendrez compte que c'est une chaîne un petit peu à part. Donc rapidement, moi, je faisais du sport et de la médecine puisque j'étais ancien podo-posturologue il y a encore 5 ans. J'ai tout arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat immobilier. Maintenant, je suis à la tête d'un patrimoine net d'1,5 million € sur une quinzaine d'investissements en 5 ans. Donc vous voyez, je ne vais pas vous dire que en 3 mois, vous pouvez être multimillionnaire. Non, voilà. J'ai un patrimoine net, c'est-à-dire que si là, du jour au lendemain, je dois tout rembourser, il me restera 1,5 million €. 15 opérations en 5-6 ans, ça fait à peu près 2-3 par an, c'est quelque chose de très raisonnable. Je suis actuellement formateur pour le programme phare de Cédric Anissette, IMO étape par étape où je fais du contenu. J'ai créé avec Cédric Anissette le club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne YouTube. Club qu'on a créé il y a maintenant un petit peu moins d'un an et demi et qui, en un an et demi, a fait plus de 7 millions d'euros d'investissement répartis sur les 50 membres du club. 7 millions d'investissements aussi répartis sur une cinquantaine d'actes. Donc, vous vous doutez que j'ai beaucoup de questions puisque je suis le coach de ce club des investisseurs. Alors, on va parler des fameuses mesures miracles du Haut Conseil de stabilité financière. Tout d'abord, donc je vais citer les 3 mesures. Donc les 3 mesures, on passe d'un taux d'endettement de 33% à 35%. Youpi, super, c'est génial. Juste pour info, je vous rappelle qu'avant les restrictions bancaires, on était plutôt sur des taux d'endettement pour les bons profils, les bons pères de famille ou ceux qui avaient des revenus assez importants, on était plutôt sur 40%. Voilà. La limite, c'était 40% avant les restrictions. Donc on est passé à 33%. On pensait que ça allait être temporaire. Et là, on nous dit super, vous voyez comment l'État joue sur l'émotionnel de l'humain. On est à 40, on descend à 33 et là, on vous remet à 35. Oui, mais il y a un an, on était à 40. Donc au final, on a perdu 5%. Parce que là, on ne rebougera plus, à mon avis, avant un petit moment. Donc c'est un petit peu comme, c'est comme les offres dans l'immobilier au prix. On a un prix d'appel, on va faire une offre très basse pour attendre une contre-offre. Voilà, c'est la même chose. Donc 33-35%, en effet, ça ne change pas grand-chose. En plus, ne soyons pas dupes, ça concerne exclusivement les primo-accédants pour investir en résidence principale. Deuxième mesure, on passe sur la durée d'obtention de crédit, on passe de 25 à 27 ans. Alors là aussi, je ne comprends pas puisque avant, il arrivait qu'on puisse se faire prêter sur 30 ans. Donc comme si 25 ans, on n'avait jamais dépassé les 25 ans d'obtention de prêt, ça arrivait de se faire prêter sur 30 ans. C'est vrai que c'était très rare et que le plus commun, c'était on va dire entre 15 et 25 avec moi, je préconise de se faire prêter sur 20 ans. Alors, de passer de 25 à 27, qu'est-ce qui se passe? Les banques vont mieux se rémunérer, tout simplement. Elles sont en train de généraliser l'investissement à 27 ans pour les primo-accédants. Donc, bientôt, voilà, il va y avoir une nouvelle case. Il va y avoir 15 ans, 20 ans, 25, 27. Donc, je vous rappelle, taux d'intérêt moyen sur 20 ans, actuellement, on est à 1,46%. Taux d'intérêt moyen sur 25 ans, actuellement, on est à 1,75, 1,80. Donc, c'est l'occasion, à mon avis, pour les banques de mettre une nouvelle barrière, un nouveau taux d'intérêt qui va tourner aux alentours des 2%, puisque je vous rappelle, encore une fois, mais je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. Laissez des commentaires si vous voulez, si vous avez des thèmes de vidéos, des sujets que vous voudrez que j'aborde, puisque pour moi, les 27 ans, en fait, c'est juste oui, c'est juste un moyen déguisé pour que les banques se rétribuent, se payent plus gracieusement officiellement. Voilà. Les banques, je vous le rappelle, ne peuvent plus se prêter entre elles via la Banque centrale européenne, puisque la Banque centrale européenne, actuellement, on est sur des taux négatifs. Ça veut dire qu'il faut le savoir, hein, avant, par exemple, si la Société Générale avait besoin d'argent, elle passait par la Banque centrale européenne et elle demandait, par exemple, au Crédit Mutuel de lui prêter. Et c'était gagnant-gagnant, puisque la Société Générale récupérait des sous, puisqu'elle en avait besoin, et le Crédit Mutuel, lui, il en prêtait avec un taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt étaient positifs, c'était intéressant pour le Crédit Mutuel de prêter à la Société Générale. Mais maintenant, les taux d'intérêt sont négatifs depuis quelque temps. Donc, on se rabat sur l'obtention des crédits des particuliers. Donc, première mesure, 33-35. Deuxième mesure, on passe de 25 à 27 ans. Si bien sûr, si on accumule ces deux mesures, forcément, on peut dire que les Français vont pouvoir emprunter
sur des plus grosses sommes puisque le taux d'endettement augmente et cet effet va être couplé avec vont pouvoir emprunter sur une plus grande période. Donc, si on ajoute le fait qu'on va pouvoir emprunter plus sur une plus grande période, donc avoir des mensualités de crédit plus basses, voilà, on a l'impression que c'est génial. Mais attention, ces deux mesures, 33 à 35% et 25-27 ans, il y a un an, c'était encore mieux. On était sur à peu près 40% et on pouvait déjà emprunter sur 30. Voilà. Donc voilà, attention, je trouve que en fait, c'est assez malsain ce que nous fait le gouvernement. Troisième mesure, le passage en dérogation transgressive. Donc voilà, là aussi, je vous fais un petit résumé. Il faut savoir que chaque conseiller bancaire a un pourcentage de dérogation, en gros, peut se permettre de ne pas respecter justement ces règles. C'est encore là voilà, les lois à la française. C'est-à-dire qu'ils ont une tolérance. Ils ont dans leur portefeuille, sur 15%, avant c'était 15%, maintenant ça passe à 20%. Donc ça veut dire qu'actuellement, le pourcentage de dérogation transgressive passe de 15 à 20%. Voilà la troisième mesure. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire qu'un banquier maintenant, sur 5 clients, d'accord, puisqu'on passe de 15 à 20%, donc 20%, donc sur 5 clients, eh ben, il va pouvoir en avoir un avec lequel il va pouvoir tricher, dépasser toutes ces règles qu'on a vues avant. Donc il va pouvoir avoir un client sur 5 avec qui il va pouvoir dépasser le taux d'endettement des 35% et voir d'autres conditions, notamment l'apport, enfin voilà, être beaucoup plus souple, pouvoir transgresser les règles. C'est le pourcentage de dérogation du conseiller. Voilà. Donc là aussi, pour moi, poudre aux yeux. On va parler franchement. Est-ce que vous pensez que ça va concerner les petits revenus? Est-ce que vous pensez, il faut savoir qu'avant toute chose, un banquier, il est là pour ne pas prendre de risques. Ce n'est pas forcément un expert immobilier. Donc, est-ce que vous pensez qu'un banquier, ces 20% de dérogation, cette augmentation du pourcentage de dérogation, de clients en dérogation, est-ce qu'il va concerner l'intérimaire, l'étudiant, le smicard, désolé de parler comme ça, mais le revenu moyen en France, 1 400 euros. Est-ce que vous pensez qu'il va concerner ce type de client ou est-ce que vous pensez qu'il va concerner les hauts revenus? Allez, on va dire au-dessus de 5 000 euros par mois. Voilà. Ben, moi, je pense qu'en fait, c'est tout simplement un moyen déguisé de encore plus prêter aux riches. Tout simplement. Voilà. Alors, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais le conseiller bancaire classique, à moins, bien sûr, il y aura des exceptions, coup de cœur, super projet, dossier béton, et là vraiment, le conseiller bancaire, il est tombé face à quelqu'un très motivé, qui a amené son dossier, qui a du gros cash flow, donc il va se dire, bon lui, son projet est tellement bon, allez, je le fais rentrer dans mon pourcentage de dérogation, mais en général, 90% du temps, cette mesure d'assouplissement, donc de dérogation, concernera les hauts revenus. Voilà, les hauts revenus, parce que ça rejoint, c'est vrai, un petit peu le taux d'endettement. On n'a pas un même taux d'endettement quand on gagne 2 000 euros. Enfin, 33% de quelqu'un qui gagne 2 000 euros, ce n'est pas l'équivalent de 33% de quelqu'un qui en gagne 10. Donc forcément, c'est vrai qu'ils se sont peut-être rendus compte eux-mêmes que leur règle des 33 ou 35% était ridicule. Donc, pour moi, encore une fois, voilà, ces trois mesures, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien. Je ne vais pas vous mentir, c'est mieux que rien. Puisque oui, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est une grosse arnaque. Puisque avant, si on prend il y a un an, d'accord, on était à 40%, on n'allait pas démocratiser le prêt sur 27 ans. Parce qu'encore une fois, je le répète, si on démocratise le prêt sur 27 ans, on va démocratiser des taux d'intérêt plus élevés, les banques vont plus se rémunérer et on passait pas de 15, on était déjà, la dérogation en fait a toujours concerné qu'un petit public, loi de Pareto toujours, 10 ou 20% des gens qui génèrent 80% des revenus. Voilà. Donc c'est encore un moyen déguisé de faire croire aux gens, ah super, on augmente le pourcentage de dérogation, ça veut dire que même si on n'est pas dans les clous, les banques seront peut-être moins fermées a priori. Mais vous croyez que si vous gagnez 1 000 euros, une banque va vous prêter 3 000 euros par mois de crédit sous prétexte que votre projet est bon? Non. Voilà. Donc c'était un petit peu le coup de gueule et je pose juste la question maintenant et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous parler de 3 mesures qui concernent spécialement les investisseurs et les entrepreneurs. 3 mesures qui auraient été intéressantes, beaucoup plus intéressantes à mon goût. La première, ça serait de remettre au goût du jour le calcul différentiel. C'est rigolo, j'en parlais ce matin avec quelqu'un sur Instagram qui me posait des questions et qui me clashait un petit peu même en me disant oui, mais toutes les banques… Non,
Depuis février 2020, il y a eu Bercy, via le Haut Conseil de stabilité financière, a très fortement conseillé les banques de ne plus pratiquer le calcul différentiel. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur la différence entre le calcul classique et le différentiel où on rentrera dans le détail. Mais grosso modo, le calcul différentiel était un moyen de calcul taux d'endettement beaucoup plus avantageux, notamment pour les bons investisseurs et les bons entrepreneurs, puisqu'on prenait l'opération dans son ensemble et qu'on ajoutait simplement l'effort d'épargne ou le cash flow sur les revenus. Donc grosso modo, rapidement, je vais vous prendre un exemple. Si vous gagnez 1 000 € par mois, vous gagnez 2 000 € par mois, d'accord? Vous avez un crédit de 1 000 €, d'accord? Et avec votre investissement, vous allez récupérer 800 €. Donc je vous rappelle déjà, on fait un abattement, ce qu'on appelle le pourcentage d'intégration des loyers. Donc les 800 €, on les multiplie par 70%. Donc ça fait 8 x 7, 56, allez, 560 €. Donc selon la banque, votre revenu, votre investissement va vous rapporter 560 €. Donc vous avez 2 000 € de revenus, 1 000 € de crédit, 560 € de loyer. D'accord? Sur de la formule classique, on va faire 1 000 € de crédit, ce que ça vous coûte, divisé par les 2 000 € de vos revenus, le rapport entre les 1 000 € de crédit et les 2 000 € de revenus plus les 560 €. Dans la case revenus, vous avez vos 2 000 € plus les 560 €. D'accord? Et dans la case charge, vous avez les 1 000 €. Donc ça vous fait 1000, ça fait à peu près 40%. Voilà. Vous êtes sur un taux d'endettement de 40%, donc ça ne passe pas. La même chose sur du différentiel. Vous avez vos 1 000 € de crédit, toujours vos 2 000 € de revenus, mais à la différence, c'est qu'en calcul différentiel, en ce qu'on appelle en reste à vivre, si on calcule comme ça, au lieu, vous allez prendre l'opération dans son ensemble tout de suite et vous allez faire 1000 tout de suite plus 800 fois 70%, donc plus 560. Donc dans la case coût, on est à 1560 et pas à 1000. Et vous allez diviser par ça par vos revenus, par 2000. D'accord? Donc, forcément, c'est plus avantageux d'être en calcul différentiel puisqu'on calcule on fait le rapport, on le calcule avant. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. En gros, moi je propose qu'on revienne au calcul différentiel. Calcul différentiel parce que si on a du cash flow positif, en gros, plus on va investir, plus on va avoir un taux d'endettement qui va baisser. On est d'accord? Puisque si pour 1 000 € de crédit, vous récupérez 2 000 € de loyer, à chaque fois, vous allez faire baisser votre taux d'endettement. Donc pourquoi on ne repartirait pas sur du calcul différentiel? Alors pas automatique, mais pourquoi depuis février 2020, les banques ne le pratiquent quasiment plus? Moi, ça serait une vraie mesure, voilà, de remettre au goût du jour le reste à vivre, le calcul différentiel. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo encore une fois là-dessus, je vous en ferai une avec des chiffres et tout. Mais c'est très simple à comprendre. Ensuite, pourquoi on continue d'appliquer, ça rejoint ce que je disais juste avant, deuxième mesure, vraie mesure qui serait intéressante, pourquoi on continue d'appliquer les fameux 70% de pourcentage d'intégration des loyers. Voilà. Alors, on est en 2020 maintenant. Alors, c'est quelque chose qui date. Dans les années 90-2000, ça se justifiait. Maintenant, on est en 2020. 98% des bailleurs sont payés. Il y a des GLI, garantie de loyer impayé, des VISAL. Pourquoi à chaque fois on imputerait 30% de nos revenus locatifs? Alors oui, j'entends bien, c'est pour faire face à l'imprévu. Mais l'imprévu, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui correspond au fonds de trésorerie. Pourquoi pas prendre seulement 10%? Certes, avoir une petite somme, un petit matelas qui peut permettre de faire des petites réparations. Mais n'allez pas me dire, parce que j'entends des gens qui m'ont dit oui, mais si tu as la toiture à refaire, ce n'est pas de l'imprévu ça. Ça doit être prévu en amont et donc on prévoit entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de se faire financer peut-être des futurs travaux. De manière imprévue, on ne va pas refaire un ravalement de façade, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle. Mais dans ces cas-là, ça sera les assurances qui prendront en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi on prend 30%? Parce que c'est complètement ridicule si vous voyez. Vous êtes entrepreneur, donc vous vivez essentiellement de vos revenus locatifs. Et là-dessus, on vous prend 30%. Et en moyenne, il y a des banques qui prennent 50%, pour ne pas citer, la Banque Postale. C'est-à-dire que la Banque Postale, vous gagnez 10 000 € de revenus locatifs, pour calculer votre taux d'endettement, ils vont dire « Ah non, pas 10 000, on va prendre 5 000 ». Ah oui, mais bon, si on parle d'un taux d'endettement à 35% et qu'on nous retire 50% de nos revenus, on se marche sur la tête, quoi. Donc voilà, deuxième mesure, pourquoi on n'augmenterait pas le pourcentage d'intégration des revenus locatifs pour les investisseurs? Alors, pas le mettre à 100%. Il y a maintenant une banque qui, soi-disant, fait du 100% sur l'intégration des revenus locatifs, c'est la BNP. Et je salue d'ailleurs, j'espère qu'ils vont vraiment le faire, parce que sur le principe, c'est quand même
très très courageux de leur part et intéressant. Et troisième mesure, l'apport. Je vais vous donner une autre stat, j'adore les stats. Cette année, en 2020, il y a eu 17% de refus de crédit. Presque un crédit sur 5. Alors que l'année dernière, on était à 5,5%. Donc c'est 3 fois plus cette année. Donc forcément, 95% des crédits cette année ont été obtenus avec minimum 10% d'apport. On a démocratisé, on a automatisé l'apport. Entre 10 et 20%. Pourquoi? Là, si vous voulez, je vous ferai une vidéo aussi, c'est pourquoi les banques demandent de l'apport. C'est parce qu'elles veulent retomber sur les pattes pour pouvoir revendre vite. Si elles revendent vite, pour revendre vite, il faut revendre 15% moins cher que le prix du marché. Donc c'est pour ça que les banques en fait vous demandent de l'apport. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, mais sans parler de ça, pourquoi on automatise l'apport? Encore une fois, c'est complètement ridicule et en fait, ça met sur le même pied d'égalité tout type d'investissement, cet apport automatique. Parce qu'en gros, le message qui est envoyé, enfin c'est mon point de vue, c'est que vous fassiez un investissement à 15% de rentabilité brute ou un investissement à 2%, pour le banquier, il est robotisé, c'est pareil, puisqu'il demande un apport. Alors oui, il pourra toujours dire oui, mais si vous ne pouvez pas payer. Enfin bon, si on fait un investissement qui rapporte 1 000 € de cash flow par rapport à un investissement qui nous coûte 500 € par mois, le calcul est bien fait. Donc voilà, encore une fois, les banquiers ne sont pas experts immobiliers. Il y a maintenant des experts qui sont là pour valider, notamment, moi je suis associé à un marchand de biens, donc notamment pour les opérations de marchand. Maintenant, il y a des experts qui valident les projets, mais on devrait faire ça aussi également pour les opérations d'investissement locatif. Et en fonction du résultat, en fonction de l'analyse de l'expert, dire voilà, bon, sur ce projet, vu que vous allez potentiellement récupérer ça de cash flow, je vous propose de mettre 5% d'apport ou de ne pas mettre d'apport parce que votre projet est solide. Attention, votre projet, il est un petit peu ambigu, un petit peu compliqué, un peu plus risqué. Là, je vous demande 20% d'apport parce qu'il y a plus de chances que ça se casse la gueule, entre guillemets, et donc que je sois obligé de revendre rapidement. Vous voyez, la systématisation de l'apport, je trouve ça complètement ridicule parce que en gros, ça veut dire que tu investisses à Troyes, à Paris, dans de la colocation, dans l'immeuble de rapport, peu importe ton type d'investissement, ils partent du principe qu'ils sont tous aussi mauvais ou tous aussi bons, selon comment on se positionne, mais qu'ils veulent tous de l'apport. Donc, vous voyez, c'est en mode moutonnage. C'est un mode moutonnage. Donc voilà, donc moi, 3 mesures qui seraient intéressantes pour un investisseur, un entrepreneur, c'est le retour du calcul différentiel. Je me rends compte que je ne vous ai pas très bien expliqué vraiment ce que c'était, mais il faudrait une vidéo, je pourrais vous faire une vidéo à part entière. Mais en gros, le retour du calcul différentiel qui favorise les investisseurs puisqu'on prend en compte la globalité d'une opération immobilière et on ajoute seulement l'effort d'épargne dans la catégorie charge. Voilà. Le retour, l'augmentation du pourcentage d'intégration des revenus locatifs. La BNP, je vous dis, officiellement est à 100% sur 2021, alors que la Banque Postale est à 50%. C'est complètement ridicule puisque en gros, on vous prend de manière arbitraire entre 30 et 50% et derrière, on vous prête avec un taux d'endettement à 35%. Donc voilà, ça c'est une vraie mesure qui serait intéressante, au cas par cas bien sûr, pas tout le temps. Et le retour ou l'arrêt de l'apport systématique, puisqu'encore une fois, ça aussi, pour moi, ça veut dire qu'en gros, tout le monde, on fait tous le même type de projet d'investissement et il n'y a pas de bons et de mauvais projets puisque à chaque fois, on demande la même chose au niveau de l'apport. Voilà, donc c'est mieux que rien. Je rappelle, les mesures du Haut Conseil de stabilité financière, 33-35%, 25-27 ans et le pourcentage de dérogation qui passe de 15 à 20%. Je vous ai expliqué mon point de vue qui est un petit peu caustique volontairement, mais ça ne nous concerne pas nous les entrepreneurs et les investisseurs, c'est de la poudre aux yeux. Les vraies mesures qui pourraient être prises, ce sont en fait des choses qui existaient avant les restrictions. Donc ça serait intéressant que ça revienne comme avant. Ça serait vraiment plus intéressant pour nous. Sinon pour le reste, ne vous faites pas avoir. Ne croyez pas que ça y est, l'État est devenu gentil et va dans le sens des crédits immobiliers, puisqu'au final, on a reculé avec les restrictions. Voilà, pour finir là-dessus, je finirai là-dessus. On a reculé de 10 pas avec les restrictions du début d'année 2020 et là, on réavance de 3 pas. Voilà. Mais par rapport à l'année dernière, on est quand même 7 pas en retrait. Allez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite un bon week-end. À très vite pour de nouvelles aventures immobilières et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. À très vite.